Parce que si on ne travaille pas ensemble, on s'en va dans un mur. Le privé, on le voit, condo ne marche plus. Locatif, difficulté à faire fonctionner les chiffres. Social, on le voit, si le gouvernement ne met pas d'argent, il n'y en a pas qui se fait, mais le gouvernement n'a plus d'argent. Comment peut-on maintenant travailler pour mieux faire les choses? Comment tu as vu cette chance-là de transitionner vers le social aujourd'hui, en 2025? Bien, si tu te souviens, tantôt qu'on en a parlé, moi, ça vient de mon milieu. Je le répète parce que je le crois dans le fond de moi-même. J'ai été chanceux dans mon milieu, de pouvoir grandir dans mon milieu et de réussir. Parce que les dés étaient pipés contre moi. Et puis n'importe qui a grandi dans ce milieu-là, les dés étaient pipés contre cette personne-là. Et donc, moi, je me suis considéré chanceux, j'ai pu réussir. Donc, pour moi, le fibre social dont tu fais référence, c'était tout à fait un retour d'ascenseur naturel. Amène aujourd'hui à l'SHDM. L'SHDM, j'ai approché les gens de l'SHDM quand j'avais annoncé ma retraite chez Broccolini. Et tu avais la nouvelle directrice, Sophie, qui était là. Puis j'avais approché Sophie en lui disant, ça serait le fun. S'il y avait quelque chose que je peux faire, j'aimerais bien ça. Il y a un côté de moi que je crois que je suis capable d'amener un volet privé à une institution municipale, paragouvernementale, avec laquelle je peux peut-être amener une contribution des yeux différents. Au crédit de Sophie, Sophie le cru. Après ça, bon, là, ça a été des démarches avec le président du conseil d'administration, lui parler, parce que c'était pas un naturel. C'était loin d'être un naturel. Normalement, les gens du privé, puis les SHDM, c'était comme un chemin de fer. On était sur des voies parallèles qui ne se rejoignaient pas. Autre que si quelqu'un avait intérêt, qu'on avait besoin de l'autre. Mais à part de ça, donc, et là, ça fait quoi, 2 ans? Là? Pas tout à fait 2 ans sur le CA, mais parce que je suis devenu comme ressource externe, comme étape intermédiaire, puis ensuite sur le CA. Mais dans cette période de temps-là, ça a été, j'aimerais croire, bénéfique pour le SHDM, mais ça a été très bénéfique pour moi. Ça m'a permis de voir que, foncièrement, on a les mêmes réalités. Que ce soit gouvernemental, privé, OBNL, on a les mêmes réalités. On a des coûts de construction qui augmentent. On a des coûts de financement qui augmentent. On a des valeurs de terrain qui augmentent. On a des revenus qui sont capés. Possibilité de dépenser des gens au logement qui diminue avec le temps. On a la même réalité. On a des exigences de rentabilité qui sont différentes. Ça, oui. Mais on a les mêmes réalités qu'on oublie souvent. Parce qu'on dit, bah, t'es toi du privé, toi, t'es du public. Mais on a ces mêmes réalités. Fait qu'on parle des fois un vocabulaire, on utilise des termes différents, mais on dit la même chose. Fait que si on est capable de conjuguer ça, puis commencer à se faire confiance, c'est incroyable comment on peut apprendre. Et donc, moi, j'ai appris la réalité, les difficultés que cet environnement a à conjuguer avec sa réalité. C'est pas facile. Tu as une clientèle qui est très exigeante. Tu as un pourvoyeur de fonds qui n'est pas une banque, donc elle ne joue pas nécessairement avec les mêmes règles. Tu as une réalité qui n'est pas la même, parce que ce n'est pas juste une rentabilité économique, tu as une rentabilité sociale aussi, tu as une responsabilité sociale. Alors, nous, on l'oublie ça des fois au niveau du privé. Et donc, ça a été très bon pour moi, puis ça m'a ouvert les yeux à regarder différentes choses. Et parallèle avec ça, je venais juste de terminer l'épopée de co-présider Chantier Montréal abordable. Et donc, j'ai été exposé à différentes réalités au niveau des défis d'abordabilité. Et je demeure convaincu que la clé de pouvoir réussir, c'est que le public doit arrêter de démoniser le privé et le privé doit apprendre à ne pas négliger le public et pas à abaisser le public. Et que si on se traite comme égaux et qu'on se parle puis qu'on est vraiment transparent dans notre conversation. Si on parle juste pour faire du bruit, mais là, c'est sûr qu'on va aller nulle part. Mais si on se parle vraiment, puis on est vraiment cohérent, puis transparent, c'est incroyable ce qu'on peut faire ensemble.
Parce que là, on est capable de conjuguer des expertises, on est capable d'amener des choses, puis on est peut-être capable de trouver des solutions à des problèmes pour abaisser le coût du logement, puis ultimement permettre à la ville de mieux réussir, d'être en meilleure santé, de diminuer les problèmes d'itinérance. Je suis sur le comité immobilier de chez Doris. Donc, l'itinérance, soit il y a un fil conducteur, comme tu peux voir. Oui. Mais je le crois sincèrement. Et le projet qu'on a annoncé dernièrement, celui que moi j'appelle Bridge Wellington, parce qu'il est situé au coin des rues, dans le triangle Bridge Wellington-Saint-Patrick, qu'on a fait de concert avec Bâtir son quartier d'un côté, Broccolini de l'autre côté, et l'OBNL Point commun, de concert avec l'SHQ, le fédéral, le municipal, tout amener les joueurs ensemble. On a réussi à annoncer un projet qui se démarque, qui est 400 logements abordables, qui est le plus gros projet unique du programme FAC, le programme d'habitation abordable du Québec, qui a réussi à obtenir le financement de tous les différents partenaires, municipal, fédéral, provincial, qui a été fait à un coût que j'aimerais croire devient un genre de barre, si on a fixé la barre pour les gens. Et pourquoi? Pas parce que Broccolini est plus fin, même si c'est vrai que Broccolini est plus fin que les autres, c'est juste qu'on a été transparent, on est capable d'éviter les duplications de coûts. On a utilisé l'expérience et l'expertise des différents groupes pour rendre les choses plus efficaces, cogner à la bonne porte, être capable d'accélérer les choses. Le temps, c'est de l'argent. Être capable d'avoir un vocabulaire qui était 3 groupes de 3 sources différentes qui appuyaient la même chose. C'est fort. Il y a très peu de politiciens qui... C'est rare, puis c'est fort. Il y a très peu de politiciens qui peuvent résister à ça. Quand tout le monde arrive, on est d'accord. L'OBNL, le privé à l'autre bout, Bâtir qui est dans le centre. Et donc, je suis fier. Je suis fier. Puis en plus, on l'a fait dans le sud-ouest. C'est encore plus fier parce que c'est dans ma cour. Mais ça se fait. Mais ça demande juste aux gens de le regarder d'une façon différente. Donc, du vieux bonhomme avec les cheveux gris, je suis très content de voir qu'il y a une nouvelle génération qui suit derrière. Une nouvelle génération qui s'en vient, et j'ose croire, qui va arriver avec des valeurs qui sont différentes, qui vient avec ses yeux, puis qui va comprendre qu'on réussit si tout le monde réussit. Si tout le monde réussit, on devient tous plus forts. Et dans le contexte politique québécois, pour la première fois, on va voir un changement de garde. Les 3 chefs, les 3 chefs probables, là, je veux pas dire, les 3 chefs probables des 3 organisations qui peuvent aspirer au pouvoir au Québec, c'est toute une nouvelle génération. C'est plus les boomers. Fait que tous les vieux comme moi, on se tasse maintenant. Puis il y a une nouvelle façon de voir, avec des nouvelles valeurs. Et j'espère qu'on va réussir à être un peu plus cohérent, un peu plus prendre soin de tout le monde pour faire en sorte qu'on va avoir les meilleurs produits à la fin. Très inspirant. Puis on souhaite qu'on s'en va dans ce sens-là. Puis on sent cette vibe-là qui s'en vient. Qu'est-ce que tu penses des super pouvoirs qu'ont les villes maintenant? Et par exemple, la mairesse qui vient d'annoncer que 80 terrains vont être donnés ou utilisés. Moi, je crois que les super pouvoirs qui ont été donnés, l'utilisation du PL31, entre autres, avec les villes et tout ça, c'est la façon de faire. Parce que je suis le premier à respecter le droit démocratique des gens de pouvoir s'exprimer et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose. Mais quand ce pouvoir-là se traduit par le « not in my backyard », pas dans ma cour, puis que très peu de personnes réussissent à bloquer des projets qui sont de bons projets, mais parce qu'ils ne veulent pas qu'une bâtisse cache sa vue, ne veulent pas que j'ai plus de trafic sur la rue parce que je vais avoir plus de gens, qui ne veulent pas, mais ça va abaisser ma valeur. Là, je pense que c'est une mauvaise utilisation du pouvoir. Donc, je suis heureux de voir il y a eu des super pouvoirs qui ont été donnés aux municipalités, mais plus important, que les municipalités sont prêtes à l'utiliser, ce super pouvoir-là. Et donc, l'annonce de l'administration de Soraya et de Claude Pinard qui dit, 1, ils sont prêts à utiliser ces pouvoirs-là. 2, qu'ils vont utiliser les ressources qui leur sont données pour aider et créer un chantier, parce qu'elle veut créer un chantier où elle va asseoir les gens autour de la table pour pouvoir justement dire comment peut-on trouver de nouvelles façons pour faire les choses. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on s'en va dans un mur. Le privé, on le voit, condo ne marche plus,
Locatif, difficulté à faire fonctionner les chiffres. Social, on le voit, si le gouvernement ne met pas d'argent, il n'y en a pas qui se fait, mais le gouvernement n'a plus d'argent. Comment peut-on maintenant travailler pour mieux faire les choses? Et donc, j'ai grande confiance que la volonté va se traduire par des résultats. Et que le privé va embarquer dans ce mouvement-là. Que le social va embarquer aussi, mais le social aussi doit reconnaître que sa façon de faire dans le passé doit changer. Le marché change, les réalités changent. Les logements doivent devenir un peu plus petits. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vivable. On peut faire des choses qui sont super fantastiques parce qu'on a des outils maintenant qu'on n'avait pas dans le temps. Alors, on est capable d'aménager de façon différente. Donc, si tout le monde contribue, puis tout le monde pousse dans la bonne direction, je pense qu'on a un avenir prometteur. Et je souhaite la meilleure des chances à l'administration municipale. Parce que Montréal a besoin, Montréal le mérite et Montréal en a besoin. Donc, avec une mairesse puis un président de comité exécutif qui vont pousser dans cette direction-là, et j'espère des médias qui vont expliquer aux gens que le not in backyard, c'est pas nécessairement la bonne façon de faire. On a le droit de s'objecter, on a le droit de dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas correctes, mais on ne doit pas s'objecter juste pour le fait de s'objecter. Qu'on est capable d'arrêter un projet avec 12 signatures, pour moi, c'est illogique. Complètement illogique. Projet social, projet privé, un ou l'autre. Ils ne se font pas parce qu'on n'en veut pas. Ben, c'est pas comme ça qu'on va construire une société. Il faut qu'on s'adapte un peu. Travailler ensemble. Toi qui as voyagé le monde, est-ce qu'il y a un modèle que tu importerais au Québec en ce moment, que tu as vu ailleurs, au niveau de la construction, au niveau de la culture? Qu'est-ce que tu penses qui s'intégrerait bien au Québec? Ben, on parle beaucoup de construction modulaire. Bon, la construction modulaire a certainement ses avantages. Surtout dans un endroit où on a un climat comme qu'on a, avec un hiver comme qu'on a cette année, construction modulaire, c'est tout de même, c'est super le fun. Tu peux avoir une qualité. Bon. Ce n'est pas la solution ultime, parce que je ne crois pas qu'il y a une solution ultime, mais elle peut certainement contribuer à faire des choses. La technologie permet maintenant l'efficacité de cette construction modulaire-là. Donc, il y a ça. L'utilisation d'espace vertical. Il ne faut pas avoir peur de la densité. Moi, ça, je l'ai crié sur tous les toits, je vais continuer à le crier. On veut dépenser, puis on veut encourager le transport collectif. Pour ce faire, il faut dépenser des sommes faramineuses pour créer un réseau de transport collectif. Si on ne densifie pas aux alentours de ce réseau collectif-là, on est stupide. On mérite notre sort. Donc, on doit densifier. Et densification ne veut pas dire qu'on perd l'échelle humaine, parce que moi, je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois, on veut une ville à l'échelle humaine. Tu peux avoir une ville à l'échelle humaine, puis tu as des exemples à travers le monde, des tours super hautes, mais quand tu es au sol, tu ne la vois pas, la tour. L'environnement physique alentour de toi au sol est humain. Puis je reviens dans toutes les discussions qu'on a eues dans le consortium de Bridge Bonaventure, où on essayait de faire des démonstrations que pour le même nombre d'unités de logement, si tu me limites en hauteur, il n'y a pas de magie. Je vais occuper plus de sol. Si j'occupe plus de sol, bien, j'ai des barrières. Tu sais, le canal de la Chine qui est à l'arrière ou le fleuve qui est à l'arrière, bien, tu ne le vois pas parce que j'ai des bâtiments tout le tour. Si je monte en hauteur, bien là, je peux faire des passages pour faire des canaux d'ouverture. Ouverture physique pour le voir, mais ouverture pour pouvoir communiquer. Je peux faire une vie, je peux faire des réseaux pédestres, je peux faire une activité, je peux mettre des commerces au sol, créer une activité. Ça, pour moi, c'est l'échelle humaine. Mais de dire, tu ne peux pas le faire parce que tu es limité à 8 étages, pour moi, ça a été un non-sens. C'était un non-sens, ça demeure pour moi toujours un non-sens. Je comprends à certains endroits, tu ne veux pas nécessairement avoir un duplex puis une tour de 100 étages à côté, mais le fait demeure que la solution passe par la densification. Des coûts, des terrains, des coûts de construction. Si j'amortis mes coûts sur un nombre plus grand d'unités, ça va fonctionner. Donc, pour moi, l'avenir d'une ville passe nécessairement par la densification, passe par des moyens de transport qui sont différents. Donc là, je te fais la boucle, je te l'amène à Bixi, parce que Bixi était le dernier segment d'un déplacement. Le modèle parfait, tu prends le train, tu changes, tu prends le métro, tu prends l'autobus, tu prends le Bixi, tu arrives au travail. Tu prends le Bixi, tu prends l'autobus, tu prends le métro, tu prends le train, tu arrives chez toi. Donc, tu es capable de te déplacer. De REM,
entre autres, cette solution-là. Mais en entour de tout ça, il faut que tu densifies, il faut que tu rentabilises cette infrastructure-là. Il faut que tu amènes du monde. Et il faut qu'on arrête de penser, ben, je ferai le réseau uniquement quand il va y avoir du monde. C'est l'inverse. Tu dois faire le réseau, mais permettre la construction. Tu dois être prévisible puis permettre cette densification-là, qui a été le grand débat sur le PUM qu'on a eu, puis une des dernières présentations que j'ai faites, ben, la dernière présentation que j'ai faite à l'Office de consultation publique de Montréal quand j'étais président, puis la dernière intervention que j'ai faite quand je n'étais plus président, mais une couple d'années suivantes, ma dernière comme président, ça a été, il faut avoir l'audace d'avoir une vision. Pourquoi que Montréal ne peut pas avoir des bâtiments qui sortent de l'ordinaire? Pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir des bâtiments qui sont attachés, un peu comme qu'on a fait avec, en face du complexe des Jardins avec Devimco? On doit avoir des bâtiments qui sortent de l'imaginaire, puis qu'on doit permettre la hauteur, puis permettre une ville qui est vibrante, tout ça. Et arrêter de se dire, on veut un modèle goulag, l'Allemagne de l'Est, tous les bâtiments qui sont pareils, là, maintenant, pour moi, ça, c'est pas une ville. Puis, mon dernière intervention, ça a été de dire, mais pour ce faire, il faut qu'on réalise que l'automobile n'est plus notre solution. Il faut qu'on passe par un transport collectif efficace. Et ça coûte une fortune. Et donc, la seule façon de être capable de rentabiliser, c'est de densifier pour rentrer de l'argent pour pouvoir le payer, et ainsi de suite. Donc, faisons le tracé de réseau, réalisons le réseau, amenons les gens, construisons, et on va avoir une ville. Et tu vas avoir une ville, les fameux quartiers de 15 minutes, tu vas les avoir facilement. Tu vas à Vancouver, prends-toi une chambre d'hôtel qui donne une vue, puis regarde, puis tu vas voir le réseau, l'équivalent du REM. Tu le vois, le réseau, parce que tu vois un noyau, tu vois un autre noyau, tu vois un autre noyau, tu peux voir exactement où sont les stations. Parce qu'alentour des stations, ça développe une vie. Et donc, faisons ça. Pourquoi qu'on ne le fait pas ici? On a des grands débats, là, on ne veut pas densifier. Non, non, on doit densifier. Et le skyline de Montréal a changé beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de l'interconnexion des quartiers? Là, j'ai en tête, là, puis je passe devant tous les jours, là, j'habite à Rosemont. Ouais. Fait que je passe devant le site Radio-Canada, Quartier des Lumières, Quartier Molson. Il y a Ouais. le développement ici dont on a parlé. Comment Ouais. tu vois l'interconnexion de ces différents projets-là? Y a-t-il une interconnectivité à penser, mis à part de travailler en silo, mais travailler ensemble pour avoir une synergie commune à travers ces quartiers-là? C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que à la base, tu pars de quartiers qui n'avaient pas de synergie. Parce que si tu reviens à la base, dans le Faubourg des Molasses, où ce qui était Radio-Canada, tu avais une entité. C'était un secteur, mais qui n'avait rien nécessairement en commun avec l'autre bord de Jacques-Cartier. Et la réalité se maintient encore un peu aujourd'hui. Si tu le regardes, le développement de Prével du côté est du pont Jacques-Cartier et le développement du quartier des Lumières à côté de la nouvelle maison Radio-Canada de Mac Devimco, mais ils ne sont pas nécessairement rattachés comme vie commune, sauf que les deux veulent amener une activité de quartier, si tu veux, ensemble. Il n'y a rien qui oblige les quartiers à être similaires, mais il doit y avoir une vie de quartier. Tu sais, pour les exemples que tu utilises, il y a des obstacles physiques qui font en sorte que c'est difficile d'avoir une vie commune. Le pont Jacques-Cartier, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, ça en demeure une. René Lévesque en dessous des piliers, Sainte-Catherine de Maisonneuve en dessous des piliers, d'un bord de Papineau, l'autre bord de Papineau, c'est pas la même dynamique. Mais donc, une fois que tu as cette dynamique-là, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu regardes, on va prendre le côté Est, le développement de Prével, tu as l'église maintenant qui est devenue endroit pour les spectacles et tout ça, qui a tout été retapé et tout ça. Tu as le quartier avec le Y dans l'intérieur du programme de Prével, l'aménagement des bâtiments, ça amène une vie en soi. Cette vie-là va naturellement, ou elle devrait naturellement, se propager en entour d'elle. Elle risque toujours d'avoir cet obstacle qui est le pont Jacques-Cartier. De l'autre côté, le quartier des Lumières, bien là, c'est comment tu rattaches un complément au quartier gay, qui avait déjà une vie, comment tu rattaches un complément à ce nouveau quartier-là, qui va venir se rattacher avec Molson et Montoni et la FTQ de l'autre côté, qui a ses propres contraintes et sa propre vision. Puis comment tu viens rattacher ça? Entre autres, tu vas avoir un réaménagement du réseau routier qui va permettre des meilleures communications, parce que Montréal est cicatrisé, surtout dans ces environnements-là. Tu as Jacques-Cartier d'un bord, tu as Ville-Marie de l'autre bord. C'est pas facile de traverser de Maison Radio-Canada pour t'en aller à Molson de l'autre bord, c'est pas évident.
Il y a du trafic, il y a toutes sortes de choses, ça fait que c'est pas naturel. Mais si tu rouvres une voie qui communique plus facilement, puis que du côté de Molson, tu as des accès au fleuve, puis que tu crées une vie au fleuve, mais là, automatiquement, ça devient un aimant pour les gens qui vont être dans le quartier des Lumières, de s'en aller là-bas. Dans le quartier des Lumières, si tu mets du commerce et ainsi de suite, bien, tu vas attirer les gens de Molson, puis tu vas les amener là. Dans la mesure que tu as un réseau de communication qui se fait, qui a une fluidité de communication d'un à l'autre. Donc, c'est faisable d'aménager ces quartiers-là pour les faire vivre ensemble. Tu sais, mais ça serait utopique de dire qu'on va tous vivre ensemble, on va chanter Kumbaya ensemble. C'était pas comme ça quand j'ai grandi. J'ai grandi, moi, à Rosemont. Ben, à Rosemont, puis à Hochelaga, c'était deux mondes différents. À Annecy, c'était un autre monde. Tu sais, il va toujours avoir cette chose-là, mais à l'intérieur de ça, tu peux créer une vie qui peut être le fun. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. 100%. Et là, je suis curieux de savoir, Roger Plamondon, retraité, qui a voyagé beaucoup, qui reconnecte avec sa femme d'un autre niveau. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Je pense que c'est les mêmes étapes qui m'ont toujours guidé, c'est-à-dire tant et aussi longtemps que j'ai la santé, parce que ça, c'est la chose la plus importante, mais tant aussi longtemps que j'ai la santé, les mêmes choses vont toujours me guider. Un désir réel de continuer d'échanger avec les gens, puis essayer de faire bénéficier de mon expérience envers les gens. Moi, le mentorat, comme je l'ai dit au tout début, j'y ai toujours cru, puis je vais continuer à croire, puis je vais continuer à faire ça. Quand j'ai les opportunités de pouvoir le faire, je vais continuer à le faire. Je dois rester actif parce que c'est la seule façon de refuser de vieillir. Ça fait que je refuse de vieillir. Ça fait que c'est de rester actif parce que c'est le défi. De regarder et de toujours lever la main si on dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé. C'est de lever la main et dire oui, je le suis parce que j'ai plus de temps et j'ai un désir réel de voir les choses s'améliorer. Et si je suis capable de contribuer un peu à ça, extraordinaire, tant mieux. Et tout ça va toujours faire en sorte que je vais continuer à apprendre. Et si tu continues à apprendre, ton cerveau continue à travailler, puis même si tu vieillis physiquement, ton cerveau continue à travailler. C'est ça qui est la clé. Donc, continue à faire ça en espérant que la santé va me suivre moi et suivre mon épouse, qu'on puisse terminer ça, avoir du fun. Puis je regarde ma fille qui a très bien réussi, puis la regarder bien sortir elle aussi. Puis je vais dire, ça a été le fun. Sur ma pierre tombale, j'ai toujours dit que je voulais que ce soit inscrit « j'ai » et non pas « j'aurais dû ». Et ça, c'est ma philosophie. Si je veux faire quelque chose, fais-le. Dis pas « j'aurais dû le faire ». Saisis l'occasion puis fais-le. Roger, merci beaucoup pour ton partage, ta contribution ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Ça a été une superbe entrevue. Merci beaucoup. C'est un plaisir.